Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Chères auditrices et auditeurs, il y a quelques semaines, nous avons préparé un podcast sur le mouvement étudiant pro-palestinien. Et on l'a entendu, beaucoup d'étudiants estiment que la guerre déclenchée par Israël contre le Hamas a déjà débouché sur un génocide. Il y a une partie de la jeunesse qui refuse la complicité active des gouvernements occidentaux qui soutiennent de manière active ou passive ce génocide. Il nous a semblé que nous n'avions pas eu assez de temps dans un seul podcast pour creuser cet aspect. Car même si personne ne conteste les extrêmes souffrances des civils dans la bande de Gaza et aussi des familles de victimes du Hamas après l'assaut meurtrier du 7 octobre, l'utilisation de ce mot, génocide, fait l'objet de débats. Le génocide, c'est le crime des crimes en droit international. Alors quelle différence entre le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le génocide? Dans les 2 épisodes qui suivent, je vous propose de revenir sur les racines historiques du mot et les débats qui l'entourent concernant Gaza, avec 3 spécialistes, l'historien Vincent Duclerc, la juriste Raphaël Maison et mon collègue Richard Carter, directeur de notre bureau à La Haye. Sur le fil. Pour commencer, un peu d'histoire, sur l'expression d'abord. Le mot génocide est assez récent. On écoute Raphaël Maison, elle est professeure de droit international à l'Université Paris-Saclay. Il est bien connu que c'est un juriste d'origine polonaise exilé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait Raphaël Lemkin, qui a inventé le mot après avoir travaillé sur les persécutions de différentes populations en utilisant le mot grec génos qui veut dire tribu ou race et le suffixe latin cide qui implique l'idée de tuer. Et donc, il a créé ce mot génocide. On peut dire, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, mais on peut dire, pour simplifier un peu, que le crime de génocide, c'est une forme de crime contre l'humanité. D'ailleurs, dans le code pénal français, c'est présenté ainsi. Parfois, on estime que c'est la forme la plus grave de crime contre l'humanité. Pourquoi la plus grave ? Parce que par rapport au crime contre l'humanité, qui peut consister dans la volonté d'opprimer une population, dans le crime de génocide, il y a la volonté de détruire une population. Donc, il faut attester de cette volonté de destruction. Le terme a donc été inventé par Lemkin pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le crime en tant que tel n'existe en droit international que depuis 1948, date de la signature de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide. Aujourd'hui, plus de 150 États, dont Israël, l'ont signé. L'expression de Lemkin était directement inspirée par le sort réservé aux Juifs d'Europe, victimes de pogroms, autrement dit de massacres et de pillages, puis de l'Holocauste qui a abouti à l'extermination de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le terme génocide a ensuite été repris pour qualifier plusieurs autres funestes épisodes de l'histoire du 19e et du 20e siècle, et notamment le drame des Arméniens. Écoutez l'historien Vincent Duclerc qui a travaillé sur tous ces génocides. Il y a notamment un discours extrêmement célèbre que j'ai édité depuis, de Jean Jaurès, de novembre 1896, qui décrit les opérations d'assassinat de masse en Anatolie, au centre de l'Empire ottoman, dans les grandes régions à peuplement arménien. Il emploie un terme extrêmement éclairant, je crois, parce que, d'une certaine manière, il est déjà dans une définition du génocide. Il parle d'une guerre d'extermination qui a commencé contre les Arméniens. C'est très très juste, c'est cette expression de guerre d'extermination, parce qu'à l'époque, et aujourd'hui même, une guerre n'a pas pour objectif classique, on peut dire, ou avoué, d'exterminer une population. Une guerre a pour objectif de vaincre et donc d'imposer un nouvel ordre. Le génocide des Arméniens a depuis été reconnu par de nombreux États. Un autre génocide qui a marqué le XXe siècle, c'est celui de la minorité Tutsi au Rwanda, reconnu par la justice internationale. Entre avril et juillet 1994, en à peine 100 jours, 800 000 personnes, essentiellement de la minorité Tutsi, ont été massacrées à l'instigation du régime extrémiste Hutu, alors au pouvoir, selon des chiffres de l'ONU. 30 ans plus tard, des Rwandais retrouvent encore régulièrement des restes de victimes, comme ici, en janvier, sur le flanc d'une colline de Goma dans le sud.
En quelques jours, les membres de l'association de victimes ont trouvé 119 corps. Le charnier était sous une maison. Les occupants ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir tué un terrible secret de famille. Célestin Kambanda, que vous entendez, a 70 ans. Il a perdu 7 enfants à l'époque et il participe aux recherches. Il a raconté à nos collègues sur place qu'il était scandalisé que des gens aient pu dormir au-dessus même de cette fosse commune. Il y a malheureusement eu d'autres génocides encore, moins connus. Au Cambodge, par exemple, commis par les Khmers rouges entre 1975 et 1979. Ou encore à Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, où 8000 hommes et adolescents bosniaques ont été massacrés en 1995 par les forces serbes. Pour Vincent Duclerc, comme pour Raphaël Maison, le point commun de tous ces drames, c'est donc la volonté d'exterminer une population ou un groupe de population dans son entier, voire même d'effacer toute trace de son existence. Le crime contre l'humanité, d'abord, s'intéresse aux individus, aux personnes à qui on fait subir donc une série effectivement de violences incommensurables, dont l'extermination. Le crime de génocide, en fait, s'intéresse au groupe. Le crime de génocide s'intéresse, à la manière dont un groupe est défini par, au fond, son sort qui est de disparaître physiquement, mais aussi mentalement, métaphysiquement. C'est-à-dire que ce groupe doit n'avoir jamais existé sur Terre. C'est-à-dire que tous les traces matérielles, spirituelles, morales de ce groupe doivent disparaître. Donc, si vous voulez, il y a 2 éléments aggravants par rapport au crime contre l'humanité en général. Il y a le fait qu'il s'agit... les actes de génocide doivent être commis dans l'intention de détruire. Le crime contre l'humanité, vous pouvez, par exemple, l'apartheid est un crime contre l'humanité. Et dans l'apartheid, vous n'avez pas nécessairement l'intention de détruire. Vous pouvez avoir l'intention d'opprimer, d'exploiter une population. Donc ça, c'est la première chose qui aggrave en quelque sorte. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut cibler une population dont on estime qu'elle présente des caractères spécifiques. Concrètement, il faut viser tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et il faut aussi, selon Raphaël Maison, que cette destruction soit intentionnelle, même si les organisateurs ne sont pas encore arrivés à leur fin. Les actes constitutifs de génocide ne sont pas tous nécessairement des actes de meurtre ou d'extermination. Vous pouvez avoir, par exemple, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner, à terme, sa destruction physique totale ou partielle. Pour revenir à l'actualité, c'est pour ça que dans sa requête contre Israël devant la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud a insisté sur les conditions de vie des civils dans la bande de Gaza, la famine qui s'y installe, ou encore l'impossibilité pour les hôpitaux de fonctionner normalement. Mais pour Vincent Duclerc, il faut aussi que cette intention se matérialise dans une forme de préparation qu'il appelle le processus génocidaire. Ce qui est très important, et c'est sur ce point que à la fois les historiens, mais aussi les juristes et les juges insistent, c'est la préparation, c'est le processus génocidaire. Et ce processus génocidaire, il découle de l'agrégation d'une série d'éléments. Déjà, le ciblage d'une minorité, qui est désignée de manière très précise et qui est donc ciblée, déshumanisée, rendue absolument impuissante dans ses capacités de résistance. Donc le ciblage, la préparation justement pour conditionner les bourreaux et pour affaiblir définitivement les victimes, l'existence d'un groupe d'idéologues qui va effectivement promouvoir un millénarisme, une nouvelle idéologie de l'histoire, où par exemple la vérité, la morale n'a plus de sens. Les génocidaires, pour le cas des Tutsis, se montrent très fiers effectivement de l'extermination des Tutsis. Puis un État, globalement un État criminel, c'est-à-dire que tout l'État va se transformer et avoir pour objectif la destruction. Dans le cas des Tutsis, c'est par exemple de les présenter comme des cafards. La radio-télévision libre des 1000 collines au Rwanda a distillé des messages de haine plus d'1 an déjà avant les massacres.
De toute façon, nous vaincrons. Il est impensable qu'un groupuscule de 10%, d'ailleurs, ils ne sont pas plus que 8%, l'emporte sur 92% de personnes. Alors gardez bien le caniveau pour que demain aucun cafard n'y passe. Mais sur cette notion encore jeune du génocide, il existe aussi des débats. Quand est-ce que l'on considère qu'une population est ciblée en tant que groupe ? Quel degré d'implication de l'État et de préparation faut-il pour que l'on change d'échelle, que l'on passe du crime contre l'humanité au risque de génocide ou au génocide tout court ? C'est justement un débat qui existe aujourd'hui concernant l'assaut mené par le Hamas le 7 octobre en Israël et la guerre déclenchée ensuite par Israël pour détruire ce groupe considéré comme terroriste par l'Union européenne. Dans notre prochain épisode, on vous parlera de la bataille judiciaire en cours sur ces notions. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kieffer. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner.